Alors, on continue notre nouveau format, c'est le deuxième épisode des actualités mensuelles de l'automatisme. Donc, pour le mois de mai 2023, le mois dernier, donc avril, on a vu un peu les innovations. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était assez intéressant. Je vous laisse aller regarder. Et donc, pour le mois de mai, j'essaie de rendre le format peut-être compatible à l'audio, c'est-à-dire pour ceux qui écoutent, par exemple, en voiture, qu'ils puissent aussi suivre en même temps. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de nouveautés là sur le mois de mai. C'était un mois qui était assez long, avec pas mal de jours fériés, et pourtant beaucoup d'innovations, surtout sur la fin de mois en fait. La fin du mois de mai, vous allez voir, il y a eu pas mal de choses. Donc on va parler de MQTT avec Azure, de Tesla, de robotique, d'infrastructure as a service, et puis du cloud Google. Bref, pas mal de choses intéressantes. Donc je vous propose qu'on le fasse un peu dans l'ordre chronologique, dans l'ordre du mois tout simplement. On va commencer par la première actualité par laquelle on a commencé durant le mois de mai. C'était la panne du data center de Google à Paris. Pour ceux qui sont en France, vous savez qu'il y a eu un incendie fin avril qui a généré ensuite quasiment 2 semaines de panne sur un des services de Google, hein, pas sur tout l'ensemble. D'ailleurs, je vais vous le montrer là. Si vous voulez regarder en détail, je vous remets à chaque fois les liens de toute façon pour aller voir chaque actualité, chaque innovation particulièrement. Mais voilà, là, dans le cas du data center de Paris, c'était le service, par exemple, tout ce qui est CloudNAT ou bien database service sur le cluster Europe Ouest 9, donc celui qui est géré par Paris. Donc ces services-là qui sont tombés en panne suite à l'incendie, qui maintenant ont été sont de retour, enfin tout est rentré dans l'ordre. Mais ça amène une question intéressante. Pas mal de gens ont réagi suite à ça. Enfin, il y a eu des articles, hein, je vous mets le lien aussi là d'un article d'un site qui s'appelle le Big Data et qui a un peu commenté tout ça. Moi, ce sur quoi je voulais revenir par rapport à ça, pourquoi ça nous concerne, nous, dans le monde de l'automatisme et dans le monde de l'industrie, c'est tout ce qui concerne en fait les infrastructures qui sont déployées en SaaS, donc sur du cloud, cloud privé ou public d'ailleurs, hein. Il n'y a pas longtemps, c'était un incendie chez OVH. Maintenant, on se dit que si même Google est sujet à ce genre de panne, ben, on commence à avoir des craintes. Du coup, ben, je voulais faire un petit laïus, un petit commentaire là-dessus pour vous partager un peu ma position sur ce point-là. En fait, pour moi, c'est un peu trop rapide de dire que le cloud est moins sûr ou moins sécurisé, moins robuste que des infrastructures localisées, hein, donc ce qu'on appelle communément le on-premise. Euh, Parce que déjà, on n'a pas tous les retours d'expérience du on-prem, parce que les infrastructures privées sont gérées en privé, donc quand il y a des pannes, on n'est pas au courant, tandis que là, ben, dès qu'il y a un data center public qui tombe en panne, ben, toute la planète s'alarme. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des incidents sur des infras locales. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, ben là, déjà, ça a été recouvré assez rapidement par les équipes Google, pareil quand c'était le cas de OVH. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la redondance, c'est-à-dire ici, c'était le service de Paris qui était en panne, mais en fait, d'autres services, d'autres villes en Europe ont pu redonder, backuper ce qu'il fallait pour que les utilisateurs ne soient pas trop impactés. Euh, donc voilà, moi j'aurais tendance à dire finalement, en fait, personne n'est à l'abri d'incidents, que ce soit réseau ou incendie ou autre, parce que même sur des infrastructures privées, on a un peu les mêmes problématiques, c'est juste que c'est pas géré par les mêmes personnels. Après, peut-être pour pencher un peu en faveur du cloud, je vous donne un exemple. Moi, pour toute ma plateforme de développement, là, j'ai tout un environnement de tests, de maquettes, de POC que j'ai hébergé en cloud chez Scaleway parce que je trouvais ça pertinent. Je peux me déplacer n'importe où j'y ai accès. Je peux envoyer des accès à mes différents clients ou prospects pour qu'ils regardent un peu ce qu'on est capable de faire en termes de pilotage, de supervision, d'IoT, d'informatique industrielle. Donc il y a des avantages voilà, en termes applicatifs qui vont avec, c'est qu'on peut tester des solutions modernes à l'échelle avec de la performance qui correspond aux dernières technologies, quoi. Donc on sort un petit peu, c'est vrai, des applications standards industrielles qui ont tendance à être plutôt voilà, dans une salle de contrôle fermée. Et là, pour le coup, le cloud, ça change un peu les habitudes, c'est vrai. Mais en même temps, ça vient aussi avec d'autres avantages. On peut faire des déploiements sur plusieurs sites à la fois. On a déjà beaucoup plus de redondance parce que maintenant, les liens Internet, ils sont dupliqués, redondés. Enfin, même si on n'a plus de lien physique, on a la 4G, enfin filaire, je veux dire. Et donc,
pour moi, voilà, c'est de moins en moins un sujet. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de risque. Faut se prémunir de ça. Par exemple, faut pouvoir avoir un mode, on va dire, dégradé, hein, c'est-à-dire si l'application qui est censée tourner en SaaS est momentanément indisponible, il faut avoir une instance locale, hein, ce qu'on appelle le edge, qui est capable de prendre le relais et puis d'assurer la production industrielle pendant un laps de temps. Ensuite, on synchronise en mode store and forward. Enfin, il y a plein de mécanismes pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, j'aurais tendance à dire, faut pas trop aller vite dès qu'il y a un incident pour tout de suite jeter l'opprobre sur les solutions SaaS. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire en lien avec cet incendie-là qui a eu lieu et qui a créé cette panne chez Google Cloud. Alors, on va embrayer avec la deuxième actualité, plus pour parler de robotique. Donc là, c'est une solution qui fait de la robotique no-code, qui a été lancée le 15 mai, donc plein milieu du mois, et entre autres d'ailleurs, qui est aussi soutenue par Google. La solution s'appelle Intrinsic AI, j'imagine pour Artificial Intelligence, parce que oui, il déploie une partie intelligence artificielle pour cette partie-là. En fait, c'est tout simplement une plateforme voilà, de simulation robotique pour pouvoir tester des fonctionnements, le programmer sans avoir besoin de rentrer dans le code natif du robot. Donc aujourd'hui, c'est disponible uniquement en mode simulation, hein, mais bientôt, ce que annonce Intrinsic et Google, c'est que la cible à terme, c'est de pouvoir faire du no-code en robotique pour tout type de robot. Donc ça pourra se déployer sur des robots physiques hein, qu'on connaît, par exemple du ABB, KUKA, Fanuc. D'ailleurs, je suis curieux de voir, ça sera intéressant à suivre comment ils vont réussir à collaborer avec ces grandes marques de robots qui sont déjà implantées, qui ont déjà leur solution de programmation. Mais tout ce qui est no-code, ça commence à arriver très fort dans la robotique. Et donc, Intrinsic AI, c'est un des exemples hein, qui a lancé sa solution durant le mois de mai. Donc ça, c'était la deuxième actualité. Ensuite, il s'est passé autre chose la semaine juste après, c'est que chez Azure, vous savez que Azure, notamment avec tout ce qui est IoT, a pas mal de connecteurs avec des applications IoT qui sont soit des capteurs communicants ou bien des passerelles qui vont remonter de la donnée sur du stockage cloud ou bien du traitement. Et ben en mai, donc c'était le 23 mai exactement, Azure qui lance un module. Enfin, le module existait déjà, mais par contre, c'est la fonctionnalité qui a été un peu la nouveauté. Ce module s'appelle Azure Event Grid en anglais. Donc, c'est un canal en fait qui sert à collecter vraiment massivement des données qui viennent de différentes sources pour qu'elles puissent arriver sur des applicatifs qui sont déployés en SaaS chez Azure. Donc, un peu en mode subscriber, l'application qui souscrit à ces différentes sources qui arrivent, vraiment en volumétrie. Et la nouveauté qui est arrivée donc le 23 mai, c'est que Azure a mis en place l'option MQTT sur ce connecteur Azure Event Grid. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des brokers MQTT qu'il fallait déployer individuellement, donc comme applicatif dans Azure, mais maintenant, nativement dans le Event Grid de Azure, on a du flux MQTT et en plus, ce connecteur se comporte aussi comme un broker MQTT, c'est-à-dire qu'il est capable de recevoir des publications de nœuds et d'alimenter des souscriptions de nœuds pour des clients qui récupèrent de la donnée dessus. Donc voilà, intéressant à suivre, à voir qu'est-ce que ça va devenir. Il y a une documentation qui a été publiée juste dans la foulée, là, suite à la sortie du 23 mai. Donc je vous laisse regarder. Ça peut peut-être donner des idées si vous faites de l'IoT hébergé chez Azure. Donc ça, c'était la troisième actualité. Ensuite, on en a trois autres. Je vous ai dit, il y a eu pas mal de nouveautés là. Donc, une autre nouveauté intéressante, et là, vous allez me dire en quoi ça concerne l'automatisme industriel, mais vous comprendrez très vite, c'est le 25 mai, en fait, Ford a publié l'annonce sur son site, comme quoi, à partir de maintenant, ils vont se rendre compatibles avec les superchargeurs de Tesla. Donc là, ça parle de véhicules électriques. Et particulièrement du connecteur de chargeur Tesla qui va en fait être déployé chez Ford, parce que pour se connecter sur les superchargeurs, il faut avoir le bon type de chargeur. Je crois que c'est le modèle EVS pour Tesla. Et ben Ford a décidé de le mettre en place chez eux parce qu'ils ont trouvé pertinent de s'installer et d'utiliser le parc de superchargeurs de Tesla. Et pourquoi ça nous concerne, nous, dans l'automatisme industriel? C'est parce que
En fait, qui dit charge dit facturation, c'est-à-dire que les utilisateurs de véhicules électriques de chez Ford ont certainement déjà leur application de facturation, voilà, qui décompte en fonction de la consommation, de la charge, ce qu'ils doivent payer automatiquement. Et ben, aujourd'hui, la plateforme de facturation de Ford va pouvoir se connecter directement à la plateforme qui gère la flotte de superchargeurs de Tesla. Et ça, pourquoi c'est possible? C'est parce qu'en termes d'IoT et de connectivité et d'automatisation, Tesla a certainement mis en place tout ce qu'il faut pour que la plateforme en fait, qui gère la flotte de chargeurs soit directement, enfin nativement connectable avec d'autres utilisateurs, hein, que ce soit des gens qui possèdent des Tesla ou d'autres marques même concurrentes. Donc ça, super intéressant en termes de fonctionnement. Je vous laisserai voir en détail l'article, mais je trouve que ça ouvre à des possibilités qui sont pas mal, c'est-à-dire un industriel qui, parce qu'il a mis en place la bonne technologie d'automatisation, de digitalisation, est capable même d'aller attaquer des parts de marché chez les concurrents, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est clair que personne ne peut battre la flotte de superchargeurs de Tesla à l'heure actuelle. Donc, tous les concurrents sont obligés de se plier, voilà, à cette norme-là qui va devenir un standard parce que Tesla a mis en place ce qu'il faut pour s'interconnecter et tout ça. Donc, tout ça, hein, c'est une invitation d'ailleurs pour les industriels à commencer à. On ne dit pas forcément de tout, comment dire, exposer comme plateforme. Mais par contre, ça crée des synergies. Ça permet aussi d'attaquer un marché en commun. C'est-à-dire aujourd'hui, le marché de l'électrique, aujourd'hui, les industriels peuvent l'attaquer en commun sur certaines thématiques parce que c'est nouveau, mais aussi parce que les technologies suivent, quoi. Donc, très intéressant en termes de digitalisation et d'exemples industriels. Et puis un autre exemple pas mal d'une techno que je connais, que je suis depuis pas mal de temps. On va commencer par la techno, après je vais vous dire l'annonce, quelle était l'annonce. La techno, c'est une boîte qui est basée en Suisse qui s'appelle Plantformance. Je pense qu'ils sont ravis de voir ça. C'est que ils ont mis en place une plateforme, enfin ils appellent ça hardware as a service ou plateforme as a service ou edge as a service, qui permet d'équiper les industriels avec de l'infrastructure informatique qui est déjà prête à l'emploi pour déployer dessus des applicatifs, donc que ce soit de la SCADA, du MES, de l'IoT. Donc ils ont déployé ça de manière sécurisée, de manière standard. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez les recommander une baie intégrale pour équiper votre salle privée, ou bien complètement externaliser votre infra chez eux et puis souscrire à une offre infra de service ou bien plateforme de service qui vous délivre avec du support, de la disponibilité et tout ça. Donc cette entreprise-là, déjà de base, je trouve le concept génial parce que des gens qui font de l'infogérance aujourd'hui, on en connaît plein, mais par contre, des gens qui font de l'infogérance adaptée aux contraintes de disponibilité, de sécurité de l'industrie, il n'y en a pas beaucoup. Et eux, ils y arrivent et ils sont présents chez de gros industriels, hein, par exemple chez, dans le monde des cimenteries, chez Lafarge. Et l'exemple qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, c'est leur présence chez Saint-Gobain, avec qui ils ont tissé un partenariat, donc une levée de fonds avec une des entités de Saint-Gobain qui s'appelle Nova et qui a investi, qui a pris des parts dans Plantformance pour pouvoir nourrir la croissance. Donc l'article officiel, il est là, hein, je vous le remets dans les commentaires. Mais globalement, c'est très intéressant pour cette boîte-là qui est basée en Suisse. L'annonce a été faite vraiment récemment, là, c'était fin mai, comme quoi voilà, on avait ce partenariat entre un gros industriel qui est présent sur plusieurs continents à l'international, et puis une entreprise comme ça qui a l'air de rien, mais en fait qui est très performante sur cette partie-là, infrastructure pour l'industrie et pour la digitalisation. Donc à regarder en détail, si vous ne connaissiez pas Plantformance, c'est l'occasion d'aller voir ce qu'ils font. Et puis pour Saint-Gobain, je trouve que c'est intéressant aussi d'accompagner ce genre d'acteurs-là, parce que clairement, c'est tout bénéf pour l'industriel et pour le tissu industriel local. Donc d'avoir comme ça des systèmes intégrés, sécurisés, prêts à emploi pour l'industrie, suffit juste de tourner la clé et après on met à disposition des intégrateurs pour qu'ils déploient dessus tout ce qu'il faut comme outil de digitalisation. Donc je vous invite à regarder tout ça en détail, plateforme as a service pour l'industrie. Donc voilà un petit peu, hein, c'était ça les nouveautés pour le mois de mai sur tout ce qui est cloud. Je vous ai donné un petit peu mon avis là-dessus. D'ailleurs, je suis preneur de vos retours, hein, si vous avez peut-être des avis pour enchérir ou pour compléter ou pour contredire. Hein. Enfin, tous les avis sont les bienvenus. On a parlé de MQTT avec Azure, de robotique qui arrive aussi
avec Intrinsic AI. Tesla qui met en place une plateforme qui sait communiquer et qui est prête à l'emploi parce qu'elle est digitalisée avec Ford, enfin avec la facturation de Ford. Donc plein d'exemples intéressants qui alimentent notre veille technologique dans l'automatique industrielle, qui donnent peut-être des idées à des intégrateurs ou à des industriels. Donc vraiment, je vous invite à continuer à rester à l'écoute de tout ce qui se fait de plus moderne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes problèmes que vous et qui ont certainement déjà trouvé des solutions. Donc, autant ne pas réinventer la roue, comme on dit. Écoutez, merci pour votre régularité sur ces mensuels-là des innovations dans l'automatisme. On se retrouve du coup, alors pour les lives hebdomadaires, semaine prochaine, ça sera sous forme d'interview avec c'était très intéressant d'ailleurs. On a fait, vous allez le voir, une interview avec Nicolas Gonzalez là, de la société Opera Metrix qui fait de la digitalisation industrielle. C'est un intégrateur. Je vous invite à regarder ça. Donc, semaine prochaine, ce sera le 8 juin. Et puis, pour notre mensuel, ce sera du coup fin juin pour voir ce qu'il y aura eu comme nouveauté dans le milieu industriel pendant tout le mois de juin. Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne route pour ceux qui sont dans leur véhicule et qui écoutent à l'audio. À bientôt.